Quelques mots rapidement. Donc je m'appelle Jacques Perconte, je suis artiste plasticien, ce qui veut à peu près rien dire. De temps en temps on dit que je fais de l'art numérique, mais moi ça me plaît pas beaucoup, même si j'utilise des ordinateurs beaucoup dans mon travail et que la question du numérique est assez importante. C'est pas le sujet, en tout cas ça l'est plus du tout depuis assez longtemps. Je pense que maintenant, à peu près quoi que je fasse, j'ai l'impression de faire un film et que ce qui varie, c'est la façon dont je le présente et du coup, comment il existe dans l'espace et comment il existe avec les gens qui vont le découvrir. Qu'est-ce que je pense de l'appellation d'artiste? C'est un peu compliqué. On pourrait dire que je suis créateur, mais créateur, ça a pris tellement de sens concret aujourd'hui qu'on a l'impression que j'ai fait des vidéos sur YouTube. Moi, je dirais que artiste, ça, un peu n'importe qui peut s'en revendiquer, en fait, d'être un artiste à partir du moment où il se consacre réellement pleinement à quelque chose qu'il crée et que ça s'installe dans une sorte de continuité et que c'est quelque chose qui est essentiel pour lui et tout ça. Donc pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est un mot que j'utilise maintenant parce que et généralement, je mets le qualificatif plasticien derrière parce que je travaille vraiment avec la matière des images, la matière du son. Et ce qui m'intéresse avant tout, c'est de parler physiquement aux gens et que les choses passent à travers le corps, dans la perception. Donc il y a quelque chose de plastique là-dedans qui est fort pour moi parce que je ne veux pas trop qu'on colle vidéaste derrière parce que c'est toujours très difficile de se remettre dans une perspective de l'histoire de la vidéo ou de l'histoire du cinéma. Moi, techniquement, je pense que je fais des films. Du coup, des fois, je réponds que je suis cinéaste. Mais quand je fais des expositions et que je dis cinéaste, ça aussi trouble un peu le jeu. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Pour moi, c'est pas quelque chose de très important. Ce qui est important, c'est ce qu'on ressent et ce qu'on construit soit derrière l'étiquette, quoi. L'exposition, elle s'appelle Marée Métal. Je pense que je commence un peu à le savoir. Parce que souvent, quand je donne des titres, c'est quelque chose qui me vient. Donc je crois qu'il y a une des pages de mon carnet, donc là on ne voit pas sur la vidéo, mais mon carnet qui est exposé là, de recherche, sur les recherches du titre, quoi. Et en fait, c'est des collages. Je travaille beaucoup avec des collages de mots, comme je travaille avec des collages d'images dans les vidéos, comme je travaille avec des collages de sons, des collages de textes, dans le sens où je juxtapose des choses et que je propose aux gens qui vont visiter l'exposition de vivre ces juxtapositions. Et donc l'idée de cette exposition, c'est la confrontation entre quelque chose qui relève du monde naturel au sens le plus simple qu'on peut attribuer, quoi. C'est des éléments non humains, non construits, que je filme passionnément depuis très longtemps, à des éléments humains, majoritairement métalliques, qui sont construits, que je filme un peu plus depuis 2-3 ans. Et là, l'exposition, c'était peut-être le moment le plus fort dans cette rencontre-là, entre ces deux univers que je voulais juxtaposer, qui se rencontrent dans le même espace, sans écrire quelque chose qui allait être littéralement un discours critique, qui dicterait un regard écologique ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est totalement capable de le faire seul. On n'a pas besoin qu'on nous l'explique. Mais pourtant, ces deux choses-là, elles existent et dans la nature, dans l'environnement. Enfin, je pense que ça appartient à la nature, de toute façon. Le bâti et les éléments non bâtis, ils sont là, quoi. Ces choses-là, elles coexistent, quoi, et on a du mal à on les oppose systématiquement, on a du mal à les rapprocher dans le même espace pour vraiment les regarder tels qu'ils sont et avec les formes de sublime qu'ils arrivent à dégager l'un et l'autre. Donc l'idée du titre, c'était de jouer quelque chose qui allait faire ce rapprochement-là avec une certaine dureté, une certaine virulence dans l'opposition des deux mots. Et du coup, deux mots qui ne s'accordent pas, deux mots qui se cognent un petit peu comme ça, marée métal.
à la fois dans leur prononciation, mais aussi dans leur existence, quoi. Les images auxquelles ils renvoient sont assez difficilement... c'est difficile de les faire coexister, quoi. On peut imaginer des métals liquides, mais le mot marée-métal donne pas cette image-là, quoi. Il n'y a pas d'objectif dans mon travail que j'ai avec les images, et surtout, je pense que là, on ne peut pas détacher cette question de la post-production avec la question du tournage, avec la question du geste qui porte l'ensemble du projet. C'est dans une continuité, c'est un petit peu comme si j'étais écrivain et que j'écrivais des textes, en fait, que je faisais des bouquins, et qu'on se posait la question de pourquoi j'utilise des mots. C'est dans mon environnement d'écriture, en fait, que j'utilise la compression vidéo. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est éclairci au fur et à mesure des années pour moi. C'est-à-dire que je ne me pose plus la question de pourquoi je le fais ou je ne le fais pas. Et naturellement, des fois, dans certains films, il y a des séquences qui ne sont pas compressées, il y a des choses qui ne sont pas travaillées de cette façon. Et je ne me demande pas pourquoi. C'est-à-dire que c'est des choses qui se font un peu naturellement comme ça, parce que je les sens comme ça, comme quand on est une écriture musicale et qu'on produit un silence, comme quand tout d'un coup on décide d'arrêter une phrase au milieu d'un élan ou quoi que ce soit, quoi. Et donc du coup, il n'y a pas un objectif spécifique à tel ou tel projet par rapport à la compression vidéo. C'est vraiment l'élément principal de mon écriture et de ma recherche dans les images, qui est une recherche générale, de continuer quelque chose qui commence au tournage, dans un autre temps de rapport aux images. C'est-à-dire que le tournage, c'est un rapport au monde. Le travail de la compression vidéo, c'est un travail de rapport aux images. Et c'est un deuxième moment où je ne laisse pas l'image telle qu'elle a été, ou je vais décider des fois de la laisser telle qu'elle a été, mais je vais chercher à l'intérieur de ça quelque chose. Et comme un peintre va peindre le même sujet quantité de fois, moi je réexplore les mêmes images dans quantité de projets. Donc cette exposition elle est nourrie de plein de nouvelles images, mais aussi des images qui viennent rétrospectivement d'assez loin dans mon travail. Les images les plus anciennes sont de 2012. C'est les images, les séquences de Madère où on voit des éoliennes qui sont sur une montagne et qui apparaissent au travers des nuages. Donc ces images sont tournées en printemps 2012. La compression, elle me permet de continuer un chemin ou d'engager un chemin avec mes images pour aller quelque part. Mais je ne sais pas où. C'est peut-être une façon d'intensifier. Après, il y a plein de façons de le raconter, mais une façon d'intensifier le rapport qu'on a avec les images. Parce que ce travail-là, ce qui, moi, m'a marqué quand j'ai commencé à le découvrir, c'est qu'il permettait de déstructurer la hiérarchie de perception des images et que du coup on ne lit plus les images de la même manière et que des éléments qui sont anodins vont arriver au premier plan dans l'importance de la lecture. Ça c'est évident par exemple dans les images de forêt avec les insectes, ou si j'avais laissé les images de forêt telles que je les ai filmées, en fait, les insectes, on ne les voit pas dans les images. On ne perçoit même pas leurs vibrations, sauf quand ils passent dans un rayon de lumière, mais quand ils bougent dans les ombres, on ne les voit pas. Alors que les images, la caméra enregistrait leurs mouvements, même quand ils sont dans des parties sombres. Et avec le travail de la compression vidéo, en fait, ils apparaissent très fortement, et même comme c'est la seule chose qui bouge réellement dans l'image, c'est eux qui sont au premier plan dans la perception et qui créent toute la narration à ce moment-là. Donc c'est donner comme ça, c'est découvrir les images autrement et pouvoir les raconter autrement avec ce jeu de la technique, quoi. Mais qui pourrait être toute autre technique et qui ferait autre chose. Oui, j'adore la peinture. Je pense que ça se devine assez facilement, même si je n'y fais pas de référence. En fait, les références, elles viennent
toute seule. Tu vois. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est pas nous qui avons l'impression de voir de la peinture à cause de notre culture? On peut ramener tu vois, la question, les questions de Descola, avec son magnifique cours inaugural au Collège de France sur le paysage. Moi j'ai un rapport très fort à la peinture. Je pense que je voulais plus ou moins, quand j'étais petit, devenir peintre ou cinéaste ou un truc comme ça. Et j'ai peint quand j'ai été étudiant, mais c'est dangereux de corréler ça un peu trop avec ce que je fais aujourd'hui, dans le sens où la technique elle est vraiment en rupture totale avec l'idée de la peinture, puisqu'il n'y a pas du tout de touche dans les images. Les images sont travaillées dans leur ensemble, et je ne reviens pas du tout sur un élément. La touche n'existe absolument pas. C'est vraiment un phénomène d'impression dans la perception, où on a le sentiment qu'il y a des choses qui nous rappellent comme ça comment l'organicité de la peinture, spécialement chez les impressionnistes, les pré-impressionnistes, Barbizon, tu vois, il y a beaucoup de trucs qui reviennent là. Et puis après, plein d'autres choses de l'histoire de la peinture qu'on reconnaît, mais qui sont vraiment là, pour le coup, des conséquences de notre culture. Et donc c'est toujours dangereux, moi je fais toujours attention à ce rapprochement avec l'impressionnisme, parce qu'à cet endroit-là, on est étranger. On est très proche à l'endroit du rapport au monde, à l'endroit de l'attachement au paysage et au retour qu'on peut produire sur l'identique, c'est-à-dire sans cesse reproduire la même chose pour aller explorer les multiples choses. Sauf que moi, je ne cherche pas l'impression d'un moment et de répercuter une sensation de quelque chose que j'aurais eu à l'endroit où j'ai filmé. Au contraire, je suis dans une discontinuité totale par rapport à ça, parce que j'exprime vraiment quelque chose qui part de l'image et qui est comment l'image existe dans mon corpus de travail et tout ça au moment où je la travaille. Et donc typiquement, par exemple, les images de Madère, j'y avais pas touché depuis 10 ans. Donc du coup, les reprendre et les retravailler comme ça, c'est vraiment complètement coupé avec le moment où elles ont existé, quoi. Donc là, il y a vraiment un grand fossé par rapport à cette question de l'impressionnisme. Et je ressens quelque chose dans la peinture qui est quelque chose qui est profond. Et je ressens une liberté en tant que spectateur qui est phénoménale par rapport à la peinture. Et je pense que c'est ça qui nourrit ma recherche. Beaucoup dans le rapport aux images, c'est que ma question par rapport à la production des images, ça a été comment trouver une façon de faire des images qui permettrait à ce que les gens soient libres et qu'ils puissent arriver à puiser des choses en eux et construire une relation comme ça avec les images et avec l'environnement dans lequel je les plonge, pour qu'ils se fassent leur expérience, qu'ils produisent quelque chose d'eux-mêmes en fait, et pas avoir une image qui impose trop fort une façon de la percevoir. Et donc ce qui change beaucoup dans cette exposition, c'est qu'on sort de l'humilité qu'il y a généralement dans mes projets, puisque les phénomènes industriels sont très massifs. Ils sont très imposants et il y a une violence beaucoup plus figurative que beaucoup de choses que je produis d'habitude. Mais bon, face à ça, j'ai mis le lac de Salagou. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence-là, où il y a une séquence où on a des très très longs plans sur un lac qui n'est quasiment pas travaillé, avec des oiseaux qui passent comme ça de temps en temps. On a vraiment quelque chose qui est quasiment immobile, quoi, qui est juste une petite vibration. Et c'est ça, je pense que la peinture m'a vraiment beaucoup apporté. C'est cette ouverture-là sur une temporalité qui est très particulière dans la peinture, quoi, et qui n'est pas forcément évidente avec les images en mouvement, mais que je trouve essentielle, et peut-être plus particulièrement aujourd'hui dans la situation d'hyperactivité, d'extrême sollicitation qu'on peut avoir, de donner des dispositifs comme ça, qui sont très ouverts, dans lesquels on va pouvoir nécessairement, qu'on va devoir nécessairement travailler la relation au calme et se syntoniser avec soi, redescendre d'une certaine manière de la tête au corps pour
rentrer dans quelque chose avec les images pour après peut-être repartir dans la tête ou quoi que ce soit, quoi. Mais, et pour moi, ça me vient de la peinture. C'est évident, pour continuer la question d'avant aussi, que je suis très influencé par toute ma culture du cinéma et toute ma culture de la peinture. Même si je ne réfère pas, c'est ma culture. Et comme j'aime, quand je fabrique les images, je reconnais les choses qui apparaissent et je vais tendre à aller vers des choses que je reconnais. Et donc il y a un jeu, tu vois, que tout le monde fait à cet endroit-là. On découvre des choses qui nous excitent, qui nous titillent, qu'on reconnaît et on va les challenger avec plus ou moins de conscience. Donc il y a des gens qui décident d'être totalement en rupture avec ça et donc du coup ils vont aller contre eux. Et moi au contraire, je vais pousser ces choses-là jusqu'à que je sente qu'il y a un point d'équilibre qui est arrivé, tout ça. Mais c'est jamais en direction de telle ou telle chose que je connais réellement. Il y a toujours ça, tu vois, que dès qu'on me parle de comment j'envisage le son dans mon travail, évidemment, je pense à comment j'ai pu aimer le cinéma de David Lynch, tu vois, et comment certains de ses films m'ont marqué très fort dans la question du son. Par exemple, Lost Highway, tout simplement. Comment l'écriture de montage sonore m'a influencé énormément, mais là aussi m'a influencé énormément les musiciens avec qui il a travaillé. Et la musique m'influence dans son écriture aussi beaucoup, dans la façon dont j'écris les pièces sonores qui vont dans les expositions, qui vont sur les films. Il y a cette conscience-là. Je ne vais pas rechercher de comment telle chose a été faite à tel endroit ou quoi que ce soit. Ça, je ne le fais jamais. Et d'ailleurs, quand je suis en production, je ne regarde rien en cinéma. Quand je suis en train de faire le montage et éditer les images et tout ça, je regarde des conneries. Mais je ne vais pas aller regarder des choses qui me plaisent parce que moi, je suis trop fatigué pour ça, ça m'épuise. Mais par contre, ça arrive souvent que j'aille dans un musée que j'aime bien pour aller voir quelques peintures, tout ça, parce que ça va m'offrir un moment de détente. Ici, là, la question de la voix et du son a été très particulière parce que c'est quelque chose d'assez nouveau que le son arrive dans mes projets. Il est arrivé doucement un petit peu dans mes films. Et là, c'est la première exposition où il y a de la parole qui vient se proposer aux gens. Et pour moi, c'était essentiel qu'on puisse avoir le juste rapport avec ça. Alors, j'ai pas pensé du tout à l'accessibilité. C'est très joli ce que tu dis, que ça aussi permet aux gens qui auraient des difficultés d'arriver à être en contact avec ça. Mais je pense que c'est simplement une conséquence du fait que moi, mon désir était que les gens soient le plus à l'aise et le plus proche possible de ces voix. Et qu'ils puissent, un petit peu comme on le ferait avec quelqu'un, se mettre en dehors de l'exposition sans forcément la quitter, quoi. Un peu comme on se met un peu sur le côté, quoi. Dans un espace où il y a de l'intimité et où on a de la proximité. Donc c'est ça qui a guidé la façon dont les choses fonctionnent dans l'espace, alors que le son, il est là pour se répandre dans l'exposition. Et que là où j'étais inquiet de la résonance et que le lieu aussi dans l'accompagnement au départ, ils étaient un peu inquiets de l'écho qu'il y a dans l'espace, comment est-ce qu'on ne peut pas faire du son précis là-dedans et tout ça. Mais dans la réalité, ma façon d'approcher le son, c'était de l'approcher dans cet espace-là. Donc du coup, il y a une précision quand on est sous les douches. Il y a des petites enceintes un peu partout dans l'espace. Et quand on est dessous, on a un son qui est très précis. Et sinon, il est fait pour se diffuser et se mélanger. Et il y a des sons qui vont communiquer ensemble. Et des choses comme ça se construisent dans l'espace et dans le temps. C'est quelque chose qui a avancé au fur et à mesure que l'expo a avancé, en fait, dans le travail. Dès le départ, je ne voulais pas qu'il y ait que ma voix. Je ne voulais pas que ça soit que moi qui parle. C'est un dispositif qui est assez monumental et que je ne voulais pas qu'il y ait cette imposition. Je voulais qu'il y ait quelque chose qui parle directement aux gens
dans l'exposition. Et j'avais le sentiment tout de suite que ça ne pouvait pas, ça ne devait pas être que ma voix. Et même au départ, je pensais mettre 3 voix et pas mettre la mienne à l'intérieur de l'exposition. Et au fur et à mesure que j'ai avancé sur le travail, je me suis dit que c'était quand même important que les gens entendent aussi, moi, ce que j'ai à dire. Puisque cette voix, en fait, elle n'a pas été écrite pour l'exposition, c'est peut-être la voix a été enregistrée. J'ai refait ce texte-là pour l'exposition, mais c'est un texte qui vient d'un film qui s'appelle Le Progrès, que j'ai fait l'année dernière, qui est un film que j'ai fait un peu sans faire exprès parce que j'étais malade et on m'avait demandé de faire une conférence. Je devais faire une conférence quelque part et j'ai écrit un texte, mais je ne me voyais pas de le lire parce que j'étais toujours malade. Donc du coup, j'ai commencé à faire un montage en enregistrant ma voix et puis le résultat, ça fait 58 minutes. Donc du coup, j'ai fait là, ce truc-là, qui sortira sûrement à un moment donné. Et donc je voulais pas que ça soit quelque chose comme ça qui s'impose de ma hauteur d'artiste, de la personne qui a un savoir, une connaissance, une légitimité à dire quelque chose sur le monde. Voilà. Et au départ, je pensais travailler avec des personnalités qui sont très engagées dans l'écologie ou dans des questions féministes aujourd'hui ou des choses qui sont vives. Pour parler du monde dans cette exposition, parce qu'elle concerne l'écologie, mais l'écologie, pour moi, et le féminisme, c'est à peu près la même chose. Et je voulais que ces sujets-là soient engagés. Et en fait, en travaillant avec des personnalités qui ont tout le poids de la légitimité dans leurs mots, je me suis rendu compte que je n'aurais pas d'autres mots que ceux qu'elles produisent en général. Et que c'était pas ça, et que je voulais pas cette parole-là dans l'exposition, quoi. Et j'aurais dû m'en douter dès le départ, mais je m'en suis pas douté dès le départ. Je l'ai compris vraiment en le faisant. Et donc, du coup, je me suis réorienté et j'ai d'abord demandé à Clémentine Schmitt, qui était ma collaboratrice sur cette exposition. Donc, elle m'a beaucoup aidé sur la production et sur la... c'est elle qui a fabriqué tous les sous-titres et tout ça. Elle m'a beaucoup aidé dans l'ensemble de la continuité du projet. Et je lui avais demandé très tôt, en fait, si elle voulait faire une voix dans l'exposition, mais elle ne se sentait pas, je pense, la légitimité de tout ça. Et après, j'ai demandé à Juliette Alma, que j'ai rencontrée quand j'ai enseigné à l'École des Lumières, et qui est peut-être l'étudiante dont le travail m'a le plus touché dans le rapport au sensible et à sa capacité à exprimer les formes sensibles. Et que j'ai continué à suivre. Les étudiants comme ça dont j'aime bien le travail, généralement, je continue à suivre ce qu'ils font. Et en fait, quand je me suis dit qu'il fallait que je change mon fusil d'épaule et que je n'avais pas à chercher comme ça une voix légitime, j'ai pensé quasiment tout de suite à ce qu'elle faisait. Et je me suis dit que tout ce qu'elle postait, tout ce qu'elle partageait et tout ça, c'était vraiment, sur les réseaux sociaux, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie qu'elle exprime directement dans l'exposition. Et donc je lui ai demandé si ça lui plairait de faire ça. Donc elle était très contente. L'idée, c'était de pas qu'on s'arrête d'abord et qu'on ait d'abord ma voix et la façon que j'ai d'écrire et de dire les choses, qui est certainement plus, comment dire, confiante, parce que voilà, j'ai passé un âge, un certain nombre d'années à travailler qui fait que je confie une confiance dans mon travail, non pas par rapport aux autres, mais par rapport à moi. Et que du coup, j'ai pas l'impression de prendre de risques, en fait, quand je fais quelque chose. Moi, j'ai un sentiment d'insécurité qui est très fort par rapport au niveau de la qualité de ce que je produis, mais dans les images, qui est l'endroit où en fait je pourrais faire des trucs vachement moins bien, mais personne me le dirait. Mais c'est pas un manque de confiance, c'est un désir de donner beaucoup, et que le beaucoup c'est jamais assez. J'ai des attentes, moi, non, j'ai pas des attentes, j'ai les attentes que j'aurais moi si on me présentait ça. Et je pense que là aussi c'est peut-être lié à la peinture. Et
l'immense puissance qui réside dans certaines toiles. J'ai vu des toiles, par exemple, je mange toujours son nom, mais peut-être tu pourras m'aider, d'un Diaz de la Peña, de l'école de Barbizon. Je pense que je mélange son nom, mais c'est quelque chose comme ça. Des toiles que je ne connaissais pas de lui, qu'un peintre que je ne connais pas bien. Et des toiles qui sont... j'ai vu des Camille Corot là, la semaine dernière que je ne connaissais pas. Des trucs très simples, hein, des arbres, mais peints avec une incroyable légèreté, tout ça, mais qui produit une puissance plastique, moi, qui me trouble beaucoup. Et j'ai le sentiment que je n'ai pas réussi à atteindre un niveau suffisant dans la technique que j'utilise pour arriver à produire cette légèreté, cette simplicité, pour avoir cette puissance-là à chaque geste. Et je ne fais pas confiance du tout dans le regard des autres qui me disent ça suffit, c'est déjà très beau, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est mon point le point de difficulté dans mon travail, qui fait que je refais constamment les mêmes choses et tout ça pour aller chercher quelque chose de plus fort, j'estime, à cet endroit-là. Mais ça n'a pas du tout lieu dans les textes. Ça n'a pas du tout lieu dans le son. Quand je fais du son, ça a vraiment lieu que dans les images. La vitesse dont parle Juliette, c'est une vitesse dont on se détache, que moi je fréquente aussi beaucoup dans le train, par la fenêtre. C'est une vitesse qui produit de l'image, tu vois, et c'est pas un rapport à la vitesse elle-même, c'est aux conséquences que la vitesse a sur notre perception. Et je pense que moi, je la vois pas, tu vois, quand elle évoque la vitesse, je la vois pas comme quelque chose de rapide du tout. Au contraire, moi, je vois ces images très lentes. C'est la vitesse qui produit ce mélange dans les images. Mais du coup, c'est un rapport d'une attention, tu vois, un ensemble qui réduit, les détails disparaissent au profit d'un aplatissement des choses, tu vois, et tout ça. Mais par contre, c'est juste cette dimension paradoxale, tu vois, il y a une vitesse qui est très grande dans les images et qui peut se voir, et c'est pour ça qu'il y a un truc très particulier dans mes expositions systématiquement, c'est que cette question-là de la netteté des images, c'est que les images, elles sont faites pour les regarder à 5 cm comme à 20 mètres, et on change d'échelle de rapport au monde. Et quand on va se rapprocher des images, on commence à rentrer dans la lecture du fonctionnement interne de l'image. Et le fonctionnement interne de l'image, il est technologique, et on voit des blocs de pixels se déplacer, on voit des mouvements qui sont très rapides, et des fois même sur des images qui d'apparence sont lentes à une certaine distance. Quand on s'en rapproche, on se rend compte qu'il y a une certaine forme de virulence, et surtout le plus grand paradoxe, c'est entre le sentiment de fluidité et de légèreté qu'on a à la distance, qui se transforme en une forme de chaos qui est très syncopé quand on s'approche d'une image. Parce que ces images-là, dans la réalité, pour la plupart, elles sont vraiment pas fluides, puisque les blocs à l'intérieur de l'image ne bougent pas forcément à la même vitesse, pas en même temps, et ainsi de suite. Donc il y a un jeu comme ça de rapport au monde. Et donc il y a une vitesse qui est la vitesse inhérente aux éléments structurels des images, la vitesse interne de la technologie, et qui est, tu vois, aussi en arrière-plan quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est la vitesse du signal et du traitement de l'information, qui fait que il y a des gros volumes, d'énormes volumes de données qui sont traités derrière, quoi. Il y a certaines images qui sont fabriquées dans des résolutions immenses, qui produisent, tu vois, donc du coup il y a un truc de vitesse, j'ai voulu mélanger deux mots, faramineux et phénoménal, mais ça ne marche pas quand on les mélange. Il y a un truc de démesure, tu vois, là, mais qui est la réalité des machines. Aujourd'hui, les caméras que vous utilisez, il y a quelque chose de la vitesse qui est phénoménal à l'intérieur pour enregistrer les images, traiter les images, et ainsi de suite, quoi. Donc il y a un jeu, tu vois, là-dedans. Et je ne m'attendais pas à parler de ça, tu vois, mais par contre, je peux évoquer, tu vois,
On m'a emmené voir Oppenheimer, où j'ai énormément souffert, parce que pour moi, c'est un film, c'est un teaser qui dure 3 heures. Tout va hyper vite, on a le temps de rien voir. Et puis surtout, il ne se passe jamais rien à l'image, puisqu'il y a toujours quelque chose qui raconte ce qui est en train de se passer. On est toujours dans quelque chose qui relève du commentaire pour moi. Là, pour moi, on est dans quelque chose, tu vois, qui est... tout est question de vitesse, quoi, dans ce film-là. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'on laisse le temps aux gens de pouvoir penser quoi que ce soit, qui les divertirait, c'est-à-dire les mettrait sur un autre chemin que celui que le film est en train de construire, quoi. On n'a pas du tout d'espace pour penser, ressentir quoi que ce soit, quoi, puisque les sentiments qu'on développe dans cette expérience, c'est en miroir de ce que des sentiments des personnages à l'écran. Donc je lutte très fort contre ça dans ce que je fais. C'est vraiment quelque chose qui... Et encore, l'exposition, elle fait 6 heures parce que j'ai pas eu le temps de faire plus. Mais c'est pas du tout fini. C'est juste un état de quelque chose comme ça qui est proposé comme ça. Par contre, elle devait pas faire moins parce que ça aurait pas été assez riche en termes de ce que les gens, du temps que les gens peuvent passer dans l'exposition. Moi, j'avais pas... je suis né il y a un certain temps. Il n'y avait pas d'ordinateur chez moi. J'ai jamais été jeu vidéo. Ma petite sœur avait une console de jeu et ça me saoulait totalement. J'ai pas eu du tout d'appétence par rapport à ça avant très tard. Et c'est le passage par le jeu et la légèreté a été très très court. Très vite, ça a été pour moi quelque chose à engager dans mon travail artistique, parce que j'étais étudiant en art. Le moment où vraiment l'informatique a trouvé une place. Et donc du coup, très naturellement, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc j'ai pas, moi, du tout de rapport nostalgique avec l'enfance ou quoi que ce soit, peut-être parce que je l'ai pas quitté. Je suis toujours un peu, pas totalement adulte, je pense. Mais parce que j'ai pas le sentiment d'avoir perdu une naïveté ou quoi que ce soit. Même si la vie est compliquée, voire très compliquée, et qu'il y a beaucoup de lourdeur comme ça dans les contingences, mais ça ne m'empêche pas d'avoir ce rapport très léger là au monde, quoi. Je suis quelqu'un d'extrêmement lent pour tout, quoi. Parce que tout ce que je fais, je vais le faire comme un gamin, je vais me perdre dedans et tout ça. Et je pense que le monde aujourd'hui est beaucoup plus violent d'apparence que celui dans lequel moi j'étais. Et que la confrontation est plus directe et que l'information est omniprésente. Moi, j'ai pas eu ça. C'est arrivé beaucoup plus tard. Ça n'existait pas aussi, cette hyper-responsabilisation de l'individu, ne serait-ce que sur son identité. Il n'y a pas de « c'était mieux avant » ou quoi que ce soit, hein, dans ce que je dis. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'était que de mon époque, on ne se questionnait pas dans son identité de la même manière. Parce que la société n'apportait pas déjà avec elle ce questionnement-là. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde se questionne très rapidement sur comment on est au monde, comment on doit être au monde, à tellement de niveaux différents que la pression elle est beaucoup plus grande. Et qu'il y a une responsabilisation des gens pour tout aujourd'hui dans la société, alors que en étant né juste avant les années 80, c'était quand même le paradis de la déresponsabilisation. On vit des choses très différentes et c'était pour ça aussi que c'était important que ces paroles qui allaient être amenées ne soient pas la mienne et que ce soient des choses que moi je ne pourrais pas écrire. Et c'était ça qui était pour moi important, c'est que j'arrive à accompagner Clémentine et Juliette dans leur travail d'écriture en retenant le plus possible mon influence. Je pense que c'est ce dont je suis content par rapport au texte, c'est que je trouve que les deux, ils expriment des points de vue qui ne peuvent pas du tout être le mien.
La découverte de l'exposition, elle se fait à travers certaines articulations où on corrèle ces choses-là. Et je pense que les gens, si j'avais mis mon texte en premier, par exemple, je pense que ça serait vraiment beaucoup plus difficile d'ouvrir l'exposition et qu'elle rencontrerait moins le succès, voilà, l'adhésion dans quelque chose d'humble. Je pense qu'elle a plein d'humilité qui vient aussi parce qu'il y a cette justesse-là qui se produit dans la maladresse, on en parlait un petit peu avant, quoi, dans l'incertitude, de formes qui ne sont pas des formes absolues. Que ce n'est pas des textes qui sont hyper bien lus, les voix, elles sont pas... on a un son qui est bien, mais qui n'est pas un son radio. J'ai pas du tout voulu enregistrer avec des micros de radio, c'est des micros qui captent tout, donc du coup la moindre texture de la voix, elle passe dedans. On n'est pas du tout dans quelque chose qui rentre, on est au contraire quelque chose vers lequel on se dirige. On prête l'oreille.